Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube ou mécène et à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le colonel Lawrence Wilkerson. Le colonel Wilkerson est un colonel de l'armée américaine à la retraite et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain Colin Powell. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Ravi d'être de retour avec vous. J'apprécie cette opportunité. Quelle est votre évaluation de ce que l'administration américaine souhaite à ce stade concernant sa guerre contre l'Iran? Je peux le dire en très peu de mots. Ils veulent partir, et ils veulent partir avec une victoire, ou du moins avec une apparence de victoire. En ce moment, je pense que c'est un vœu qui ne sera exaucé d'aucune manière, sous aucune forme. Alors ils se demandent quoi faire, et ils ne savent vraiment pas quoi faire, car la guerre a été lancée sans aucune stratégie, si ce n'est pour satisfaire ce que Donald Trump considérait comme une demande de Bibi Netanyahou qu'il n'osait pas refuser. Il y a maintenant beaucoup de spéculations dans ce pays sur les raisons de cette situation, car son équipe, y compris ses militaires, à l'exception de Pete Hegseth, qui ne sait rien faire d'autre que de la flagornerie, n'était pas très favorable à cette guerre, si tant est qu'elle l'ait été. Son vice-président ne l'était pas non plus, mais il a été mis en minorité. Et ils étaient tous plus ou moins des dissidents, désavoués par Bibi Netanyahou et son cordon ombilical avec Donald Trump. Ainsi, les spéculations vont bon train dans ce pays sur la manière dont Netanyahou ferait chanter Donald Trump. Cela va de découvertes vraiment atroces dans le dossier Epstein, si l'on y regardait de plus près, à Bill Clinton étant soudoyé, essentiellement contraint par Israël. Ce que nous savons avec environ 95% de certitude pendant le scandale Monica Lewinsky, car Israël était au courant, ayant mis sur écoute le bureau ovale. C'est donc un vrai problème pour les Américains en ce moment. Et il devient chaque jour plus intense. La question et la réponse à la question. Qu'est-ce qui pousse Donald Trump à paraître si fasciné par Bibi Netanyahou qu'il persiste dans cette guerre si destructrice? J'ai récemment interviewé le professeur Marandi et il a dit qu'il faisait partie de la délégation iranienne à Islamabad. Il a expliqué que pendant les discussions, Vance et d'autres délégués américains appelaient sans cesse les Iraniens, apparemment à Washington. Mais selon le professeur Marandi, c'était en réalité à Tel Aviv et à Netanyahou. Pensez-vous qu'il appelait Netanyahou pour obtenir l'autorisation de dire certaines choses? Je ne suis pas sûr que Trump l'ait été. Je ne lui en tiendrai pas rigueur, ni à lui, ni à Bibi. Mais je sais que J.D. Vance l'était. Je sais que J.D. Vance faisait directement rapport depuis Islamabad à Netanyahou ou à son gouvernement. Je soupçonne Bibi lui-même, car Bibi n'aurait probablement pas laissé cette conversation aller ailleurs. Et dans l'avion du retour, il a entièrement débriefé Vance à son arrivée aux États-Unis. Un débriefing complet sur toute la séquence de discussion avec Benjamin Netanyahou. Ainsi, le cordon ombilical a désormais une sorte de ramification qui mène à J.D. Vance. Je pense qu'il a compris que son avenir politique serait gravement compromis s'il ne le faisait pas. Et j'ai un autre conseil à lui donner, comme à Tulsi Gabbard et à plusieurs autres membres de l'administration. Votre carrière politique est terminée si vous restez encore longtemps à bord de ce navire en train de couler. Parce que je m'attends pleinement à ce que les élections de mi-mandat ramènent les démocrates au pouvoir dans les deux chambres. Une procédure de destitution commencera immédiatement. Elle est déjà en cours de rédaction par les démocrates au Congrès.
Ro Khanna de Californie, un député très respectable à mon avis, un homme très bien, a bien sûr des considérations politiques à gérer. Mais j'ai travaillé avec lui lorsque nous essayions de faire cesser le soutien des États-Unis à l'Arabie saoudite dans cette guerre féroce qu'elle menait contre le Yémen et les Houthis, et j'ai appris à le connaître un peu. Je pense donc qu'il a tiré les leçons de cette expérience et je crois qu'ils vont réussir. Je pense que Trump sera escorté de force hors de la Maison-Blanche par des marshals fédéraux, devenant ainsi le premier président de l'histoire de la République à être effectivement destitué à l'issue d'une procédure de mise en accusation. Eh bien, Dick Nixon a été destitué de cette manière aussi. Mais Nixon, lorsqu'il a vu les articles de mise en accusation apportés à la Maison-Blanche par les dirigeants de son propre parti pour qu'il les examine, a décidé qu'il préférait démissionner plutôt que d'être le premier président à être destitué de ses fonctions par cette procédure. Il a donc démissionné. Trump, en revanche, aura la distinction d'être, et peut-être qu'il s'en réjouira, le premier à être effectivement destitué par ce processus. C'est une mauvaise situation pour toutes ces personnes, de Hegseth à Gabbard, en passant par quiconque pourrait encore avoir une once de décence dans les veines au sein de cette administration, car elle scelle leur propre perte pour l'avenir. En même temps, je dois admettre qu'elle pourrait aussi sceller la chute de l'Empire américain d'une manière très significative. Elles laisseront donc un sacré héritage, let's get it going. Que penses-tu du manque de clarté autour des négociations et pendant celles-ci? D'une part, ils avaient dit qu'ils allaient organiser les pourparlers, et ils les ont annoncés. J.D. Vance a fait preuve d'une grande arrogance lors de la conférence de presse où il a déclaré qu'il se retirait. Et maintenant, Bloomberg a rapporté que l'administration américaine souhaite prolonger le cessez-le-feu de 2 semaines supplémentaires, ce qui confirme ce que tu disais. L'administration Trump veut se retirer de la guerre, mais elle cherche peut-être encore une manière de présenter cela comme une victoire. Concernant Netanyahou, il est assez clair qu'il ne veut pas que les États-Unis mettent fin à la guerre. Mais si l'administration américaine est si désireuse d'y mettre un terme, qu'est-ce qui les en empêche? Je pense que la réalité de ce que signifie mettre fin à la guerre et la réalité de l'influence de Bibi Netanyahou sur Donald Trump et peut-être sur d'autres personnes aussi, je n'exclus pas le Congrès de cette influence non plus. Mais revenons un instant en arrière et regardons ce que nous avons fait ici. Je repense à ce titre dans Haaretz que j'ai trouvé assez révélateur. Il disait en substance que tout ce que l'Iran doit faire pour gagner ce conflit, c'est ne pas perdre, tandis que les États-Unis et Israël doivent, eux, remporter une victoire spectaculaire pour gagner. Eh bien, l'Iran ne perd pas encore en tout cas, et les États-Unis ne produisent pas de victoire spectaculaire. Donc, Donald Trump utilise ces pourparlers, les pourparlers du Liban, qui sont censés servir à régler les choses. Mais le président Aoun dit que tant qu'Israël est dans mon pays, rien n'est réglé, et je ne suis pas sûr de vouloir aller dans ce sens. Et comme il est en train de gagner, et par il, je ne parle pas d'Aoun ni du gouvernement libanais, je parle bien sûr du Hezbollah, il gagne sur le terrain, tout comme ils l'ont fait en juillet 2006. Et Israël le sait de plus en plus, alors cela devient de plus en plus brutal, tuant de plus en plus de civils, des gens qui n'ont même rien à voir avec le Hezbollah, qui meurent simplement parce qu'ils sont sous les bombes israéliennes. Et en Syrie, la même chose se produit. Le gouvernement là-bas se demande maintenant si toute relation avec Israël n'est pas tout simplement mortelle. Et bien sûr, il y a les Turcs qui essaient de les convaincre qu'il est en réalité mortel d'être allié à Israël, ou même simplement proche d'eux. La région est donc en train de bouillir,
prête à s'embraser en un instant à cause de cette guerre de choix que les États-Unis ont commencé à déclencher, sans la moindre stratégie, si ce n'est on va faire un peu de frappe, un peu de bombardement, un peu de ceci, un peu de cela. La plupart du temps, au prix de vies humaines. Des milliards de dollars d'équipements militaires, d'avions et de toutes sortes d'autres matériels ont encore davantage épuisé nos réserves. Au point que, si nous devions entrer maintenant dans une véritable guerre ouverte avec la Chine, ils nous battraient sans même avoir à faire beaucoup d'efforts. Nous avons tellement embrouillé notre stratégie, si tant est que nous en ayons jamais eu une, et tellement gâché la région où nous sommes le plus impliqués en ce moment, que nous essayons de poser un chapeau stratégique sur l'ensemble, censé donner du sens à tout cela, en bombardant l'initiative, la ceinture et la route de la Chine, le chemin de fer du Sud. On ne pourrait pas inventer une chose pareille. Les Israéliens, et nous avons largué salve après salve de munitions sur cette voie ferrée. Et j'ai une nouvelle pour eux. L'histoire des bombardements de chemin de fer est plutôt sombre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons largué plus de bombes sur les chemins de fer allemands qu'on ne saurait l'imaginer, et les Allemands reconstruisaient les voies du jour au lendemain, et les trains continuaient de circuler. Ils n'atteignent donc même pas vraiment cet objectif stratégique. Ce qui se comprend si l'on pense que les États-Unis et la Chine pourraient un jour s'affronter pour perturber cette stratégie. La capacité de relier en 25 heures leur port du Pacifique au cœur de l'Europe plutôt qu'en 2 jours et demi ou 3, c'est ce que cette ligne ferroviaire promettait à la Chine. Tout comme les autres lignes de l'initiative, la ceinture et la route qui traversent la Russie, l'Asie centrale, le Caucase et d'autres régions. L'Ukraine freine une grande partie de cet effort, qui, comme je l'ai dit, met environ 16 heures pour atteindre le cœur de l'Europe. La ligne ferroviaire méridionale met 25 heures pour rejoindre le Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et au-delà. C'est donc un objectif stratégique que quelqu'un a élaboré, probablement le Pentagone. Je doute que Trump en sache quoi que ce soit. Pas Hegseth non plus, probablement le personnel militaire du Pentagone. Mais cela lui confère au moins un vernis de finalité géostratégique. Et si l'on pense qu'une guerre avec la Chine est inévitable, alors cela prend un véritable sens. Ce n'est pas mon point de vue, mais beaucoup au Pentagone le partagent. Tout cela pour dire que les choses ne se passent pas très bien pour l'Empire, et certainement pas très bien pour Donald Trump. Et je dirais la même chose pour Bibi Netanyahou, car je pense que le destin d'Israël en tant qu'État juif est désormais scellé. Ce ne sera plus un État juif une fois que la situation se sera quelque peu apaisée, car il ne pourra plus offrir aux Juifs qui y affluent un refuge sûr, ce qui était précisément le but de la création de cette enclave en Palestine. Offrir un refuge sûr dans leur soi-disant patrie. Très discutable, mais néanmoins présenté ainsi aux Juifs, principalement à l'époque, venus d'Europe bien sûr. Nous savons même maintenant, je ne sais pas si vous avez vu ces recherches, qu'il y avait là, dans les années 1930 et au début des années 1940, des sionistes, des ultra-sionistes, qui collaboraient avec les nazis et continuaient à le faire après l'élargissement de la guerre, afin de créer chez les Juifs européens une peur telle qu'elle les pousserait à partir pour la Palestine. Nous le savons désormais. Il y a effectivement une coopération entre la bande de Balfour, si l'on peut dire, de sionistes et Hitler, afin de pousser les Juifs à sentir qu'ils devaient quitter l'Europe. On ne peut pas inventer ce genre de choses. C'est vraiment terrible quand on y pense. Et pourtant, cela a du sens si l'on considère la manière dont les empires, les sectes et les groupes ont agi tout au long de l'histoire. En utilisant des moyens plus tard jugés odieux pour servir leurs propres objectifs.
Et dans ce cas, c'étaient les sionistes que nous voyons aujourd'hui démontrer qu'ils comptent parmi les pires personnes sur la face de la Terre. Le mot terroriste n'est pas suffisant pour les décrire. Et maintenant, ils refont leur numéro de Gaza à la Cisjordanie, en passant par Jérusalem-Est, la Syrie, la Libye ou le Liban, et ils en font un désastre, comme à leur habitude. Et nous sommes en plein dedans. Et les Américains ne parviennent pas à comprendre exactement pourquoi. Ils ne savent pas s'il s'agit simplement d'un peu de chantage, comme celui qu'Israël aurait exercé sur Bill Clinton, ou d'un chantage bien plus important, comme celui qu'il pourrait exercer sur Melania et Donald Trump. Quoi qu'il en soit, je pense que de plus en plus d'Américains en viennent à la conclusion que ce n'est pas seulement une affaire d'escroquerie. Ce ne sont pas seulement des gens avides d'argent. Ces gens existent, bien sûr, Donald Trump en fait partie, mais c'est plus vaste que cela, ou plus profond que cela. Et donc, leurs yeux et leur raisonnement se tournent vers Epstein. C'est là qu'ils voient la véritable raison du comportement de Donald Trump. Colonel Lawrence Wilkerson. Je me demande si vous pourriez nous expliquer 3 choses auxquelles je réfléchis. Peut-être qu'elles ne sont pas entièrement distinctes, mais elles sont liées. La première concerne ce dont nous parlions. Il y a une lutte, un va-et-vient, entre ce que l'administration américaine veut obtenir de la guerre à ce stade et ce que les Israéliens veulent. C'est un premier aspect. Ensuite, deuxièmement, l'administration américaine essaye de construire un récit de victoire à mesure qu'elle sort de cette guerre. Et donc, toutes ces discussions, ces allers-retours, peut-être que c'est parce qu'ils veulent une fenêtre pour présenter cela comme un récit de victoire lorsqu'ils en sortiront. Et enfin, il y a un désaccord réel, comme ils le disent, sur des questions telles que le programme nucléaire iranien, le programme iranien de missiles balistiques, leurs alliés et ainsi de suite. Je veux dire, ce sont là les termes et conditions, ou même des questions concernant l'avenir des bases américaines dans la région, l'avenir du détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Je veux dire, ce sont les termes de l'accord en 10 points. Alors, parmi ces 3 éléments, lesquels sont les facteurs dominants en ce qui concerne l'avenir de ce conflit? Je pense que je devrais dire, et c'est le contraire de ce que Donald Trump veut nous faire croire, mais je pense que je devrais dire que le problème nucléaire est au dernier rang. C'est important, mais c'est au dernier rang. Et je dis cela parce que je ne crois pas en cette administration. Et je sais que l'armée et d'autres personnes influentes, même au sein de cette administration, pensent que l'Iran n'est pas une véritable menace pour les États-Unis. Ils ne pensent tout simplement pas que l'Iran soit une menace pour les États-Unis. Ce n'est pas le parrain du terrorisme d'État que nous prétendons qu'il est. En fait, l'Arabie saoudite la dépasse largement dans cette catégorie. Et ce n'était pas, et la communauté du renseignement, en 2007, 2008, à peu près à cette époque, en est réellement arrivée à cette conclusion et ne l'a jamais remise en cause, même avec la DNI Gabbard en poste, que les Iraniens n'avaient aucune intention de construire une arme nucléaire. Je pense que c'était une évaluation juste, astérisque, note de bas de page. Je ne pense plus que ce soit une évaluation juste et j'y reviendrai. Je ne suis pas sûr que l'administration sache ce que je vais dire, mais je crois que la situation est différente maintenant. Pour ce qui est de votre ensemble plus large de questions, oui, nous cherchons désespérément, comme je l'ai indiqué plus tôt, une sorte de justification à la victoire afin de pouvoir sortir de cette situation. Notamment parce que le Pentagone dit au président, malgré certaines oppositions, que nous avons une nouvelle règle dans ce pays. Le président des chefs d'état-major interarmés a autant accès au président que le secrétaire à la défense. Et cela, c'est nouveau. C'est ainsi depuis la loi Goldwater-Nichols.
Donc, si le président des chefs d'état-major n'est pas d'accord avec le secrétaire, il lui suffit de décrocher le téléphone et de prendre rendez-vous avec le président. Je n'ai pas vu qu'un faire ça, mais je ne serais pas surpris s'il l'avait fait, et il pourrait bien le faire à l'avenir, car Hegseth devient de plus en plus ingérable, depuis la base, depuis le côté des uniformes. Donc ce qu'ils cherchent maintenant, je pense, c'est un moyen de satisfaire Bibi Netanyahou, et ils espèrent que cet accord avec Aoun au Liban y parviendra. Ce ne sera pas le cas, ce ne sera même pas proche. Aoun a déjà dit qu'il n'était pas sûr de respecter le cessez-le-feu. Et les cessez-le-feu dans cette région ont une définition vraiment étrange, car aucun d'entre eux ne fonctionne. Pas un seul n'a marché. Celui-ci ne fonctionne pas, et je doute très sérieusement que celui censé avoir été conclu au Liban fonctionne non plus. Un rapport de l'ONU indique qu'il y a eu 10 000 violations du cessez-le-feu depuis novembre, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Je n'invente rien. 10 000. Cela me semble modéré, et je parie qu'il y en a eu 20 000 à Gaza. Il n'a pas cessé de tuer. Ils n'ont pas cessé de tuer des Palestiniens chaque jour. C'est en moindre nombre, Dieu merci, mais il n'a pas arrêté. Et en Cisjordanie, cela devient tout simplement atroce. Hier, un prélat chrétien de Jérusalem m'a dit que la ville est désormais un lieu de sang, je veux dire du vrai sang, pas seulement le fait que Ben Gvir veuille aller tuer des gens au mur. Il force à nouveau des gens à quitter leur maison à Jérusalem. Donc rien de tout cela ne s'est arrêté. Cela continue, et c'est toujours aussi atroce. Et comme tu l'as dit, c'est probablement 20 000 si on met tout ensemble. L'autre point que tu as soulevé, le récit de la victoire. Je ne suis pas si sûr que Trump n'ait pas, s'il y a quoi que ce soit de stratégique dans toute cette affaire, la guerre avec l'Iran, eu dès le départ un récit de victoire prêt à être utilisé. Il essaie sans cesse de le faire sortir, de tâter le terrain, de voir quelle déclaration va résonner, convaincre ou peu importe. Et je pense qu'il a été particulièrement peu convaincant, même auprès de son propre groupe MAGA. Regardez son attaque, et celle de Laura Loomer contre Tucker Carlson en ce moment. Je veux dire, son attaque que j'ai regardée ce matin était féroce. Or, Laura Loomer peut être féroce comme pas possible, et personne ne la croit, ou du moins seuls les gens un peu sectaires qui la suivent la croient. Néanmoins, cela en dit long sur la façon de penser de Trump, à mon avis, car je suis convaincu que bon nombre de ses tweets les plus scandaleux, ses interventions nocturnes les plus outrancières, quand ce qu'il écrit se termine généralement par « merci beaucoup de m'avoir écouté » ou quelque chose du genre, sont en réalité rédigés par Laura Loomer. C'est donc une force puissante au sein de l'administration, même si elle est folle, même si elle est animée et façonnée par des mégalomanes, ce qui est le cas. Cela reflète tout de même, dans une certaine mesure, le désespoir de Trump. Et cette attaque contre Tucker, menée par Laura Loomer, est, je pense, la pire que j'ai jamais vue d'un ancien ami dans l'atmosphère politique de Washington, et le fait d'utiliser un intermédiaire pour le faire. Et cet intermédiaire ici, c'est Laura Loomer. Attaque féroce. Tucker les atteint clairement, et il les atteint parce qu'en gros, il dit la vérité. Et il dit la vérité du point de vue d'un homme qui connaissait bien Trump, qui lui parlait pratiquement tous les jours, qui pouvait l'appeler, le faire décrocher et réellement discuter avec lui. Cela montre à quel point le mouvement MAGA en général, mais Tucker bien sûr en particulier, s'est brouillé avec le groupe. Cela concerne tout depuis l'assassinat de Charlie Kirk. Et je pense que beaucoup de gens dans le mouvement MAGA commencent à se rendre compte que d'un côté du débat, il y a Tucker et il a raison. Et de l'autre côté, il y a Laura Loomer, Donald Trump, Pete Hegseth et ils ont tort. Et cela, c'est la damnation pour les élections de mi-mandat.
Ils vont se faire écraser aux élections de mi-mandat. Et par là, je veux dire les républicains. Et quand il perdra la majorité républicaine, il ne lui restera plus rien d'autre que la force. Et comment utiliser la force intérieure pour faire adopter des lois, pour continuer à faire ce que vous faites avec l'ICE, pour continuer à faire ce que vous faites avec la sécurité intérieure en général, pour continuer à faire ce que vous faites à travers Scott Besson au Trésor? Un parfait idiot. Vous ne pouvez pas, parce que le Congrès bloquera chaque pas que vous essayerez de faire. Hier encore, un député républicain de la Commission des crédits de la Chambre a demandé à ses collègues « Que faisons-nous ici ?» C'est plus d'argent que nous n'en avons dépensé au cours d'une seule année de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons dépenser plus de 2000 milliards de dollars pour le département de la Défense en une seule année. C'est de la folie. Eh bien, voilà un membre républicain du Congrès. Mike Rogers, tu ferais mieux de te réveiller, car ta commission va rapidement se retourner contre toi si tu continues à dépenser de manière aussi extravagante. Et de l'autre côté, les démocrates expliquent à leurs amis ce que cela signifie pour toutes les autres dépenses fédérales discrétionnaires. Et ce que cela signifie, c'est qu'elles vont disparaître, parce qu'elles sont entièrement englouties par les paiements d'intérêts sur la dette, qui atteignent désormais près de 40 000 milliards de dollars, et par ces presque 2000 milliards destinés au Pentagone. Et si l'on regarde l'ensemble du complexe de la sécurité nationale, on dépasse largement les 2500 milliards. C'est insoutenable, totalement insoutenable, même d'un point de vue budgétaire. Donc Trump doit se sortir de cette situation, mais il ne sait pas comment. Que pensez-vous de la mobilisation sur le terrain relativement faible, ou, pour le dire autrement, de la discrétion des manifestations publiques contre cette guerre aux États-Unis? Certains rapports soulignent les différences par rapport à la période du génocide en Palestine, voire aux protestations concernant l'Ukraine. Est-ce principalement dû à l'image que l'Iran a en Occident, ou bien à autre chose? Or is it something else? Permettez-moi d'être très cru et cynique, et pourtant je pense absolument exact. Ce qui émeut vraiment les Américains, que Dieu bénisse leurs âmes, c'est la conscription, le service militaire obligatoire. La dernière fois que l'on a vu d'importantes manifestations anti-guerre à l'échelle nationale, c'était pendant la guerre du Vietnam. Et une partie de l'élan de ce mouvement, sinon la principale, venait de la conscription. Aujourd'hui, l'administration laisse entendre qu'elle pourrait activer la réserve individuelle prête, la mobilisation la plus profonde qu'elle puisse effectuer dans le réservoir de la puissance militaire américaine sur le plan humain. Et elle laisse filtrer des signaux sur la remise à niveau, encore plus poussée technologiquement qu'elle ne l'est déjà, du système de services sélectifs. La semaine dernière encore, NPR a rapporté que le nombre le plus élevé, tenez-vous bien, d'officiers, de soldats engagés et de sous-officiers avait demandé le statut d'objecteur de conscience, un record jamais observé auparavant. Ce ne sont pas des chiffres énormes, car ça l'a jamais été, mais c'est 3 ou 4 fois plus que d'habitude. Et ce sont des gens qui disent « Je sens que je pourrais devoir aller à cette guerre. Je sens que je pourrais devoir être déployé. Je vais partir. » Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire aussi. Et ils les font. Ils se déclarent non déployables. Les femmes tombent enceintes. Cela sème le chaos dans les rangs de l'establishment militaire américain, et la situation ne fera qu'empirer. Une fois que cela sera connu du corps politique, du peuple américain, que leurs fils et leurs filles risquent d'être soumis à la conscription, alors on verra le pays plongé dans le chaos.
Et je prédis aussi que vous verrez beaucoup de jeunes âgés de 18 à 24 ans, hommes et femmes, mais surtout des hommes, partir pour le Mexique ou le Canada, quitter le pays, disparaître et essayer de se faire oublier. Je parle d'un grand nombre d'entre eux, car ils ne veulent rien avoir à faire avec cette guerre stupide, et ils l'ont clairement montré sondage après sondage. Nous jouons avec le diable ici. Nous jouons avec un danger extraordinaire au cœur même du tissu de cet empire. Et si vous voulez voir le peuple américain se dresser sur ses pattes arrière, c'est très cynique, mais je pense que c'est la seule chose qui le fera vraiment. Dites-leur que vous allez prendre leurs fils et leurs filles et les envoyer dans ces guerres stupides. One quick question on the ceasefire. Une petite question rapide sur le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Avant de vous poser une dernière question sur votre analyse des implications à long terme de cette guerre, certains rapports ou analystes affirment que ce cessez-le-feu a été en grande partie imposé à Netanyahou par l'administration Trump, étant donné que l'Iran tenait absolument à inclure une clause stipulant que le cessez-le-feu devait également s'appliquer au Liban. C'est pourquoi, bien sûr, ils n'ont pas pu faire participer directement le Hezbollah à la discussion, mais ils ont pu impliquer le gouvernement dirigé par Najib Salam et le président Aoun et conclure un cessez-le-feu qui n'a pratiquement rien à voir avec les questions de fond au Liban. Ces analystes affirment que les véritables problèmes au Liban ne concernent pas les programmes iraniens de missiles balistiques ou nucléaires, mais plutôt la délimitation de la frontière, la sécurité des populations vivant au nord et au sud du fleuve Litani, et, plus largement, l'occupation continue de certaines parties du Liban par les forces israéliennes. Alors, que pensez-vous de cet accord, ou de cette discussion, disons, de cessez-le-feu de 10 jours? Je pense que c'est une farce, et je pense que le président Obama le sait. Je pense que la direction du Hezbollah le sait, et je sais que Bibi Netanyahou et sa clientèle en Israël le savent. Il a déclaré catégoriquement, lors de ses réunions privées en hébreu, « Nous ne quittons pas le Liban, surtout pas au sud du fleuve Litani. Nous pourrions même être un peu plus loin que cela. Nous ne partons pas. » Et il faut revenir en arrière et comprendre avec le temps ce qu'Israël a catégoriquement et presque une fois par décennie, voire plus souvent, fait au Liban. Permettez-moi de donner un peu d'histoire à vos auditeurs. Le Liban, s'ils ne le savent pas, comme moi, 81 ans, le Liban fut autrefois la perle, le Paris de la Méditerranée orientale. Tout le monde voulait aller à Beyrouth, s'asseoir dans un café, siroter un café et contempler la Méditerranée ou peu importe. Tout le monde en avait envie. C'était la puissance économique de la région. Puis Israël est arrivé. 948, 67, 973. Israël a pris une décision. Nous ne devons pas laisser le Liban continuer à nous concurrencer sur le plan économique. Donc, périodiquement, il faut bombarder à fond leur infrastructure économique. Il suffit de regarder ce qu'Israël a fait. Chaque fois que le Liban commence à reprendre confiance et à se redresser, il recommence. Et nous, les États-Unis d'Amérique, sommes complices de cela. Regardez ce que nous venons de construire au Liban. L'une des ambassades les plus grandes et les plus coûteuses du monde. Pourquoi? Ce n'est pas pour les diplomates. C'est pour la CIA, le Mossad, le MI6. C'est un complexe de renseignement. C'est immense. Une grande partie est souterraine. Et ce n'est pas pour la diplomatie. C'est fait pour déstabiliser la région à l'aide d'actifs du renseignement, de la Géorgie, à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, jusqu'à n'importe quel autre endroit où l'on souhaite opérer ensuite. C'est à cela que cela sert. Nous sommes donc un agent de déstabilisation aussi important au Liban et dans sa reconstruction finale que nous ne souhaitons pas non plus qu'Israël. Voilà la réalité de la situation. Et vous pensez que Netanyahou va laisser tomber après avoir investi tout ce temps, ses efforts, ses bombes, ses balles et ses baïonnettes
Pas question. Il prendra le contrôle du Liban avant que tout cela ne soit terminé, plutôt que d'accepter un cessez-le-feu qui leur accorderait une intégrité partielle ou quoi que ce soit de ce genre. Il veut aussi leur gaz et leur pétrole. Il veut tout ce qui se trouve à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Il a Gaza. Il a tout simplement exproprié Gaza quand les événements du 7 octobre ont eu lieu. Donc, il détient tout le gaz et le pétrole qui s'y trouvent, tout le gaz et le pétrole de la mer territoriale israélienne, et il compte bien obtenir ceux du Liban aussi. C'est Bibi Netanyahou. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Cela ne fonctionnera que si les États-Unis restent à ses côtés, et ils devront le soutenir pendant au moins une autre décennie, le temps qu'il consolide tout cela. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'il aura encore un État à partir duquel gouverner, du moins pas un État juif. Je pense qu'il est fini. Je pense qu'il va partir. Il sera certainement parti d'ici octobre. Il ne gagnera pas les élections. Et s'il essaie, par la force majeure, d'assurer la poursuite de son leadership, je pense que les Israéliens se soulèveront, le traduiront en justice et le mettront en prison. Cela ne résoudra pas les problèmes, mais ce serait au moins un retard momentané dans ce que Netanyahou veut faire. Ensuite, je pense qu'Israël devra vraiment se pencher sur ce qu'il veut être à l'avenir. Il peut être un État démocratique qui accueille tout le monde, chrétiens, arabes, peu importe, ou un refuge juif totalitaire, d'apartheid, et ainsi de suite, et disparaître. Et il disparaîtra s'il fait ce choix. Nous devons donc espérer que quelqu'un, quelque part, ait une illumination, qu'une lumière s'allume dans sa tête, et qu'il réalise qu'il faut une approche différente du Levant. Tant que les États-Unis contribuent à orchestrer leurs efforts contre la Syrie, le Liban, l'Iran et d'autres endroits, cela pourrait bien être impossible. Nous pourrions donc simplement disparaître avec eux, dans le sens de perdre toute influence réelle au Levant ou en Asie du Sud-Ouest en général. Je pense que notre influence là-bas décline fortement, et je crois qu'au moment où ce conflit actuel avec l'Iran trouvera une issue, nous serons partis, complètement partis. Nous pourrions revenir à une stratégie antérieure appelée équilibre au large, où nous n'avions aucune troupe au sol dans la région, quelques contractants, mais aucune force militaire significative. Ni au Koweït, ni au Qatar, pas d'Aïd, pas de base aérienne Prince Sultan, aucune force américaine au sol dans la région, y compris les forces aériennes. Et nous déploierions des moyens maritimes dans la mer d'Arabie du Nord et la mer d'Oman. Si quelque chose se produisait et que nous devions intervenir, nous utiliserions ces moyens pour frapper là où ce serait nécessaire. C'est ce que nous avons fait pendant 40 ans, une bien meilleure stratégie d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr cependant qu'une fois tout cela terminé, nous aurons encore les capacités militaires nécessaires pour exécuter cette stratégie. Nous allons encaisser des coups au cours des 5 à 10 prochaines années. Je ne serai plus là, mais je pense que ce sera une correction que le reste du monde nous infligera, et de manière très ferme. Xi Jinping va prendre le contrôle des marchés mondiaux des devises. Il a dit qu'il le ferait, et je le crois. Et d'ici une décennie, le renminbi sera la monnaie de référence mondiale, et non plus le dollar. Quand cela arrivera, nous serons tellement endettés et incapables de gérer cette dette en la faisant racheter par d'autres que nous devrons nous replier massivement. Je me demande s'il nous faudra 20 ou 30 ans pour y parvenir. Ensuite, nous serons plongés de plein fouet dans la crise climatique, sans les ressources nécessaires pour y faire face, et probablement aussi engagés dans une course aux armements nucléaires que nous aurons déclenchée et que nous tenterons désespérément de suivre, mais que nous perdrons lamentablement, ce qui nous donnera une incitation à frapper les premiers. Ce n'est pas un avenir très prometteur. You already answered some of
Vous avez déjà répondu à certaines parties de ma dernière question. Néanmoins, j'en ai discuté avec plusieurs de nos invités et j'aimerais donc savoir si vous avez quelque chose à ajouter sur l'impact ou les implications à long terme de la guerre actuelle que nous observons. Avec l'ambassadeur Chas Freeman, nous avons parlé de l'importance de l'émergence de l'Iran comme puissance régionale, notamment de son contrôle sur le détroit d'Ormuz, et par conséquent, d'une part importante de l'énergie mondiale. Nous avons également abordé avec le professeur Prabhat Patnaik l'affaiblissement du système du pétrodollar. À quoi pourrait ressembler l'avenir avec la perturbation du marché de l'énergie et comment les excédents du marché de 2 à 3 000 milliards de dollars ne sont plus réinvestis dans les actifs financiers américains. Cela a déstabilisé le système du dollar et les implications de cette évolution à l'avenir sont considérables. Nous avons également évoqué une possible accélération de la recherche de technologies chinoises d'énergie verte, compte tenu de la crise énergétique observée dans le sud global en raison de l'étranglement de points de transit essentiels. Je devrais aussi ajouter quelques éléments supplémentaires. Je trouve les discussions en Asie de l'Est très intéressantes, telles que je les lis à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon et aux Philippines, concernant la recherche de garanties de sécurité auprès des États-Unis, compte tenu de la vulnérabilité constatée dans les États du Golfe Persique avec des contrats similaires. Et enfin, nous pourrions entrer dans une ère de croissance économique plus lente, étant donné que l'insécurité va s'accumuler. Comme le dit un article du Financial Times aujourd'hui, c'est une ère de thésaurisation, ce qui signifie que de plus en plus de pays vont stocker des engrais, du pétrole et que les entreprises conserveront davantage de plastique, etc. Ce qui, comme le rappelle l'économie de base, n'est pas bon pour l'économie, car de plus en plus de ressources se retrouvent immobilisées de manière improductive. Pourriez-vous ajouter quelque chose à ce que j'ai dit en ce qui concerne les implications à long terme de cette guerre? Eh bien, dans vos derniers commentaires, vous savez, ça avait déjà commencé en partie avec le Covid, et beaucoup de gens s'attendent à ce que cela s'approfondisse et devienne encore plus significatif, comme vous venez de le souligner. Je pense que vous avez répondu à votre propre question, mais j'aimerais attirer l'attention sur un aspect à court terme que vous avez seulement effleuré, et je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien. Je l'ai dit dans de nombreux podcasts, et j'essaie de faire passer ce message. L'Iran a un deuxième ensemble de cibles. Ce deuxième ensemble de cibles sera frappé, il faut s'y attendre, avec le même type de renseignements d'une précision remarquable, le même type de dévastation. Pensez à Bahreïn et à la plus ancienne raffinerie du Golfe, complètement détruite, et le même type de circonspection, si l'on peut dire, mais avec une extension en termes de victimes qui ne seront pas nécessairement américaines, ni même peut-être liées aux États-Unis, par rapport au premier niveau de cible. Ce que cela va signifier, si cela se produit, s'ils exécutent ne serait-ce qu'une partie de ce plan, sans parler de l'ensemble de la liste des cibles, c'est que, comme la plupart des économistes en conviennent, d'ici la fin juin, nous serons confrontés à une récession mondiale. Et d'ici septembre ou octobre, nous pourrions être face à une dépression mondiale. Pensez à 1928, 1929, 30, 1931, 1932. C'était la période critique que nous appelons la Grande Dépression en Amérique. Elle a porté FDR à la tête des États-Unis et, à certains égards, a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas pour dire que c'est nécessairement l'aboutissement de tout cela, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les dégâts économiques pourraient s'accélérer très rapidement, et ce serait principalement l'Iran qui en serait responsable. Et cette guerre de choix, ce commencement stupide et insensé de la guerre de notre part, en serait la cause. Et pour ajouter à cela,
Nous, ceux d'entre nous, issus de la communauté du renseignement à la retraite, si l'on peut dire, et de la communauté militaire à la retraite, avons été informés de manière fiable, je pense, que ce qui se passe avec l'Iran en ce moment est similaire à ce qui s'est produit dans des circonstances différentes avec l'Ukraine au début ou vers le milieu de l'opération militaire spéciale, lorsque nous avons partagé des données satellitaires très sophistiquées avec les Ukrainiens, et qu'ils s'en sont servis pour frapper effectivement des actifs liés à la réponse nucléaire russe. Un geste extrêmement dangereux. Et nous sommes tous soulagés que Poutine n'y ait pas répondu de la manière dont il aurait pu le faire, étant donné qu'il s'agissait d'actifs d'alerte précoce et de frappe dans son complexe nucléaire que l'Ukraine a visé. Tout cela pour dire que nous pensons désormais qu'un satellite identique, voire plus performant, est fourni à l'Iran par la Chine. Cela signifierait que cette deuxième série de cibles sera non seulement frappée avec une précision et une puissance de destruction remarquables, mais qu'elle couvrira toute la région. Nous parlons ici de neutraliser environ 10 à 20% des installations de production immédiate de l'Arabie saoudite, toutes catégories confondues. Nous parlons de Ras Tanura, par exemple, qui produit actuellement environ 550 000 barils par jour, ou quelque chose comme ça, et qui est en train de s'arrêter complètement. Lorsque nous avons fait cela lors de l'exercice de perturbation pétrolière en 2009 à Pékin, nous avions organisé un exercice réunissant la plupart des pays du monde, Marriott, Lloyd's of London, AIG, tous les grands assureurs, le West Texas Intermediate et le Brent. Les références ont grimpé à environ 208 ou 209 $ du jour au lendemain. Les assureurs refusaient d'assurer et les transporteurs refusaient d'expédier. Cela n'avait rien à voir avec le blocage de l'Australie ou des mesures de ce genre. Cela avait à voir avec la destruction infligée à Ras Tanura. Et cela se fera sentir dans toute la région si l'Iran est contraint, et je pense qu'ils le verront ainsi, de passer à ce deuxième niveau de cible. Alors, l'Empire sera confronté à une immense question. Rompt-il le cordon ombilical avec Jérusalem et déclare-t-il en substance « Nous partons, débrouillez-vous » Ou bien Epstein et tout ce qui tracasse Melania et Donald Trump ont-ils un tel pouvoir que nous pouvons voir à ce moment-là? L'économie mondiale serait dévastée. Eh bien, nous allons nous arrêter là, colonel Lawrence Wilkerson. Merci beaucoup pour votre temps et passez une excellente fin de journée. Toi aussi, merci. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.